Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Écoféminisme. Je vous souhaite une bonne année 2017 et j'espère que cette année soit l'année de la tolérance, la paix et le vivre ensemble. Pour ça, j'ai une nouvelle invitée cette année, une coach, entrepreneuse sociale, mais aussi public speaker. Avec moi ce soir, Erika Canessa. Erika, bonsoir et bienvenue dans Écoféminisme. Bonsoir Manel, merci pour l'invitation et bonne année à toi. Merci d'être venue, bonne année à toi aussi. Contente de t'avoir comme invitée et contente de pouvoir discuter avec toi parce que notre dernière émission, c'était avec un global leader, donc un jeune entrepreneur. Et maintenant, on commence l'émission avec un coach en entrepreneuriat. Super. Donc, qui est Erika Canessa? Si je dois me présenter, je pourrais dire que je suis une femme engagée. Je peux dire aussi que je suis une entrepreneur sociale. Je m'intéresse à tout ce qui est justice sociale, en fait. Tout ce qui est... social justice. Oui, social justice. Tout ce qui est résoudre des conflits, mettre les gens ensemble, faire de l'empowerment, toutes ces questions-là m'intéressent. Autre chose, je suis maman de deux garçons qui sont des ados maintenant. Je suis une amie, une collègue et une amie à des gens et j'espère être une bonne amie parce que je me définis vraiment comme quelqu'un qui est multiculturel mais qui est surtout humaniste. Ce côté humaniste me plaît beaucoup. Ce côté amitié, parce qu'on sait bien que Erika, vous vous déplacez partout, vous donnez des conférences partout, mais dans des endroits multiculturels. Vous avez des amis multiculturels. Vous habitez dans Bruxelles, la capitale de l'Europe, mais aussi presque la capitale du monde. Est-ce qu'on peut dire que le coaching, c'est un choix parce que vous avez trouvé que c'est un domaine qui vous intéresse ou vous avez choisi, quand vous avez dit the empowerment of people, donc vous cherchez à donner du pouvoir, à donner de la force aux autres et à encourager les autres, à motiver les autres pour faire de l'entrepreneuriat, pour s'engager dans la société civile? Oui, je peux dire que le coaching, pour moi, ça a été une révélation. En fait, mon histoire se présente comme suit. J'ai commencé à travailler comme assistante dans le domaine juridique pendant longtemps, à La Haye notamment, et ici à Bruxelles aussi. Pendant toute cette période-là, au niveau personnel, j'avais des difficultés à gérer des conflits. Je venais d'un pays, comme tu sais, je viens du Burundi, qui est un pays qui est vraiment très fort secoué par des conflits ethniques notamment. Une pensée au Burundi pour le moment parce qu'il passe par des moments très difficiles. Absolument, c'est pas évident. Et donc en fait, moi par mon expérience personnelle, j'avais connu énormément de conflits. J'avais vécu à travers des gens autour de ma famille, dont ma mère, qui a perdu énormément de personnes dans un massacre au Burundi en 93 et 96. Sont des choses que j'ai vécues. J'avais l'impression que j'étais à distance, en fait, qu'elles étaient très lointaines de moi. C'est maman, c'est pas moi qui ai connu ça. Mais en fait, au fond, ça te marque. Et j'ai remarqué que ça m'avait marqué. J'ai commencé à me dire, mais comment est-ce que... Surtout le choc, en fait. Mais comment est-ce qu'on arrive à ne pas aimer quelqu'un et le tuer, quoi. Mais vraiment, je ne t'aime pas, je n'aime pas la personne que tu es, tu me déranges et je vais jusqu'à te tuer. Ça a été quelque chose de très choquant pour moi. Et je pense que c'est choquant aussi pour beaucoup de personnes, sauf que certaines personnes peut-être ne l'expriment pas. Moi, je me suis rendu compte, en tout cas, que ça a beaucoup... jouer un rôle dans ma manière de vivre, dans ma vie familiale, personnelle. J'avais une peur du conflit qui était exagérée. C'est ma lecture des choses. Et à un certain moment, je me dis, mais c'est pas possible. Ok, je fuis le Burundi, je viens comme réfugié politique en Belgique. J'arrive dans des endroits, à chaque fois que je vois qu'il y a un conflit, j'ai un problème.
Et je courais pratiquement. Donc il commence à se bagarrer, moi je m'en vais. C'est comme ça que je fonctionnais. Alors ça s'est passé aussi dans mon couple, ça s'est passé un peu partout. Je partais dès qu'il y avait un conflit. Ça ne m'intéressait pas. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'obsédais, j'étais obsédée par la paix. Je me disais, mais comment est-ce que je peux arriver à me protéger, mais en même temps faire la paix en fait avec les gens. Être un peacemaker. Oui, voilà, devenir vraiment une faiseuse de paix. Pour moi, c'était devenu une obsession. Et alors, à un certain moment, j'ai travaillé dans un tribunal où on s'occupait des questions de crimes contre l'humanité. Et j'observais, j'essayais de comprendre le rôle que peut avoir la justice internationale, par exemple, dans des conflits comme ceux que ma mère a connus, la difficulté que ma mère a eue à gérer, ce qui s'était passé dans sa famille, et ce choc, cette perte, toutes ces questions-là. Et je me suis dit, tiens, en fait, ces tribunaux sont très bien, mais à un certain moment, il y a une autre partie peut-être qu'ils ne peuvent pas gérer. La partie de certaines victimes ne pourront pas trouver de solution dans des décisions prises par des tribunaux, que ce soit des tribunaux internationaux ou même des tribunaux de tous les jours. Donc c'est pas parce qu'il y a une décision, même si c'est très important, qu'on va la respecter, et surtout que toi finalement tu vas te sentir totalement soulagé. Donc et ça marche pas pour tout le monde. En tout cas, ça c'est mon expérience. Je te parle vraiment de ce qui m'a amené vers le coaching. Et après je me suis dit, tiens, il faut vraiment que j'arrive à comprendre un peu les techniques de gestion de conflits, mais les techniques alternatives de résolution de conflits. Et donc, en fait, je me suis intéressée à la médiation. J'ai fait une formation en médiation. Et c'est en médiation où j'ai fait ouf, quoi. C'était comme on dit, un aha moment, où tu te dis, waouh, c'est ça, en fait. Il faut que j'arrive à comprendre, il faut que j'arrive à comprendre tout ce qui se passe lorsque les gens sont en conflit, comment est-ce que moi je peux contribuer à gérer, et surtout comment je peux le fuir sans avoir l'impression d'avoir perdu aussi. Ça aussi, c'est important. Et après le coaching, donc pendant les cours de médiation, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de techniques de coaching dans la médiation. Et après les cours de médiation, je me suis dit, il faut que je fasse une formation en coaching. Puis, juste après, j'ai fait une formation comme formatrice en développement personnel. Et donc voilà, et c'est ça qui m'a amené vers le coaching. Donc au départ, je ne savais pas que j'allais faire du coaching, mais je me suis rendu compte que l'empowerment m'intéresse, la motivation m'intéresse. Motiver les autres, pour moi, c'est quelque chose qui devenait un peu normal, parce qu'à un certain moment, j'avais tellement d'expérience en dans la motivation de soi. Je lisais tellement sur le développement personnel. Chez moi, il y a une bibliothèque pratiquement incroyable sur le développement personnel. Et je me rendais compte que j'avais fait 10 ans à ne faire que ça, en fait, finalement. Et que je savais beaucoup de choses et que je pouvais partager avec les autres. Et à chaque fois que je partageais avec les autres, ça donnait bien et ça me faisait du bien. Et c'est comme ça que je suis devenue coach, en fait. Donc c'est un moment de partage, de vivre ensemble et de paix. Absolument. Un moment vraiment on peut aussi faire la paix. On fait la paix intérieure et en faisant ta propre paix. En fait, quand je suis allée faire mon cours de médiation, j'étais persuadée que je faisais mon cours de médiation pour résoudre tous les conflits au niveau international. Je me voyais bien résoudre tous les conflits. Mais en fait, en arrivant là, je me suis dit, en fait, c'est moi. La guerre se passe en moi, c'est vraiment en moi. Il faut que je me pacifie d'abord pour pouvoir peut-être apporter quelque chose après. C'était une belle formation, c'était vraiment quelque chose de bien. Donc, le titre de notre émission est le leadership personnel. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Parce que maintenant, on parle beaucoup de leadership. Il y a beaucoup de définitions de leadership. On va en parler plus tard. Mais pourquoi choisir le leadership et quel est le leadership personnel ? Pourquoi choisir le leadership ? Premièrement, le leadership, pour moi, c'est le fait d'être en action. Le fait de vouloir vraiment faire quelque chose
pour soi et pour les autres aussi. D'accord. Un leader, un bon leader en tout cas, c'est quelqu'un qui sait qu'il a une action à poser et qui doit la faire, qui doit la poser. Le leadership personnel, c'est notamment, pour moi, je le définis comme étant... alors, comment d'abord je suis venue au leadership personnel? Oui. Je me suis intéressée à la notion de leadership, dans le management et tout. Et à un certain moment, je me suis dit, mais en fait, les gens peuvent apprendre tout ça avant même d'arriver à des postes de management. Tu n'as pas besoin nécessairement d'attendre d'être manager pour commencer à s'intéresser au développement personnel. Et je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être autre chose aussi, même s'il y a peut-être des gens qui ont ça, qui ont la chance de l'avoir. Moi, je n'avais pas eu de formation en développement personnel avant même de commencer à travailler. Mais ce que je pense qui m'aurait beaucoup aidé, parce que ça te permet de communiquer mieux avec les gens, ça te permet d'abord de te connaître, de définir ce qui te concerne. Et là, je me suis dit, en fait, c'est peut-être ça que je pourrais faire mieux. Je pourrais m'intéresser un peu plus à cette question qui concerne vraiment le choix personnel. Donc, pour moi, le leadership personnel, je le définis comme étant le leadership de soi, la capacité à définir une vision pour soi, à s'engager, à la poursuivre et à l'atteindre, et notamment à pouvoir communiquer sur ça et communiquer de manière efficace. Ça veut dire, je mets 3 piliers dans le leadership personnel, tel que moi, en tout cas, je l'utilise dans le coaching. Il y a oser l'authenticité, pour moi, qui est la première étape. Dare Authenticity. D'ailleurs, ça, c'est le titre le nom du projet entrepreneurial que je poursuis depuis 4 ans. Donc, en fait, oser l'authenticité. Pourquoi l'authenticité? Je me suis rendu compte, en fait, on nous parle beaucoup de valeurs. On nous parle d'être soi-même. Et moi, je suis convaincue qu'on est toujours soi-même. On n'est jamais quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Même quand on est, soi-disant, dans le faux, on est toujours soi-même. Seulement, je pense qu'il faut... l'authenticité, pour moi, c'est la capacité à être là où... S'assumer. Juste être là où tu es. Et pouvoir, en fait, accepter le bon comme le mauvais, en fait. Parce que le moment où tu n'es pas bien, tu ne dois pas te battre pour dire « Oh, je ne suis pas bien, il faut absolument... Je me culpabilise et tout. » Non, il faut accepter. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris par l'échec. De moi-même, en fait. Mes échecs dans ma vie, ce que je considère comme étant des échecs, je me suis dit « Mais pourquoi je me prends la tête avec ça ?» Il faut plutôt que j'accepte que ça s'est passé et que, notamment, je puisse tout simplement être en accord avec ce qui s'est passé et essayer, notamment, de lui donner un sens. Parce que toute chose qui nous arrive a un sens. Donc, oser l'authenticité, la première étape. La deuxième étape, essayer, donc, en fait, s'approprier, soutenir sa vision. Parce qu'en osant son authenticité, eh bien, en devenant authentique, on est vraiment dans sa vision. Demander aux gens, croire en soi-même, et on est vraiment on peut mieux clarifier en fait ce qu'on veut faire si on reste nous-mêmes en fait. Et la troisième partie que je pense qui est très importante et qui est aussi interdépendante, les 3 sont interdépendantes, c'est s'approprier son histoire. Ok, je décide de faire du coaching. Je fais tout pour y arriver. Mais le coaching, quel genre de coaching? Où est-ce que je veux aller dans 5 ans, dans 10 ans? Où est-ce que je serai dans 15 ans? Pourquoi est-ce que je fais ces choses-là? Et alors, je soutiens ma vision. J'ai une vision, je dois la soutenir. Il faut un plan, mais il faut être aussi flexible avec ce plan parce qu'il pourrait ne pas fonctionner. Il faut peut-être être flexible et essayer de chercher d'autres moyens alternatifs lorsque c'est nécessaire. Il faut rester concentré parce que ça aussi, rester focused parce qu'on a tout un tas d'infos, tout un tas de choses qui se passent autour de nous, qui font qu'à un certain moment, on peut perdre un peu la concentration sur ce qu'on est en train de faire. Et en même temps, même si on perd la concentration, il faut pouvoir revenir là où on est, ou en tout cas continuer d'une manière ou d'une autre vers cette vision-là. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on est en train de faire tout ça,
on doit absolument s'approprier son histoire. Ça veut dire, aujourd'hui, je dois pouvoir donner un sens à ce que je suis en train de faire. Ce qui m'est arrivé ou ce qui s'est passé dans ma vie, peu importe quand, hier, avant-hier, je dois pouvoir lui donner un sens. Et un sens peut-être qui m'inspire aussi. Il ne faut pas que je lui donne un sens qui me casse. Et c'est ça, dans le leadership personnel. Positif. Absolument, il faut que ce soit positif. J'ai des amis qui me disent des fois que j'exagère en positivité, que je vois que des choses positives. Et des fois, je dis, vous savez, en fait, voir les choses, décider de voir les choses positives, c'est un choix. Tu peux choisir. Donc, tu peux choisir de voir que du négatif. Tu peux choisir aussi de voir le positif. C'est un choix qu'on doit faire. Et vraiment, le leadership personnel, c'est une question de choix. Ici, lorsque je suis en train de travailler avec un client ou alors que je suis en train de parler en public, ce que je permets aux gens, c'est de leur dire, écoutez, vous avez le choix. Faites le choix. Peu importe le choix que tu vas faire, mais il faut le faire. Aussi les conséquences de son choix. Il faut juste l'assumer. Tout à fait. Ça me ramène à la question suivante, parce que tout est bien, tout est rose, c'est positif, comme tu viens de le dire. C'est facile d'expliquer ça à un adulte, mais expliquer ça à un jeune, ça c'est un challenge pour toi. Donc, comment peux-tu faire du coaching aux jeunes? Parce que tu sais bien, les jeunes maintenant, ils vivent dans une période très difficile. Ils traversent vraiment des périodes très difficiles, que ce soit les adolescents, mais aussi ils sont dans un monde numérique. Donc ils vivent avec les smartphones, avec les GSM, avec tout ce monde numérique. Ils peuvent avoir accès à beaucoup d'informations, mais en même temps, il leur manque un peu d'être engagés, d'être concentrés sur quelques projets, d'avoir cette vision, d'avoir son histoire, s'approprier son histoire. Comment un coach peut aider les jeunes à entreprendre, à avoir ce sens de leadership? Ça, c'est une question qui me plaît beaucoup. Parce que les jeunes, si on investit dans les jeunes, on est en train vraiment de construire une belle société. Le coach a toute sa place à côté des jeunes. En fait, le coach devrait être souvent avec les jeunes. Chaque jeune devrait avoir une sorte de mentor, une sorte de coach, une sorte de grand frère, de petit frère. Un coach peut travailler avec les jeunes très facilement. En fait, les jeunes, mais ça dépend du langage que tu vas utiliser, évidemment. Ce que je fais et ce que j'ai remarqué, une des choses qui a fait que je puisse créer quelque chose par moi-même, parce que je suis en train d'écrire un livre sur le leadership personnel depuis 4 ans. Pour moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ont tendance à nous parler des fois de certaines choses assez importantes, mais ils utilisent des mots que les gens ne peuvent pas comprendre. Oui. Alors moi, ma technique est le storytelling. Le storytelling, j'ai trouvé que c'est la meilleure manière de parler à des gens qui semblent ne pas être là pour écouter. Tout à fait. Je l'ai essayé avec des jeunes, je l'ai essayé avec des femmes qui étaient dans des situations vraiment très difficiles. On va aborder cette question. Et les jeunes, c'est génial parce que si tu racontes juste une histoire, c'est la même chose finalement pour tout le monde. Mais ça, c'est une belle technique à utiliser avec les jeunes. Leur permettre, par exemple, eux-mêmes de raconter une histoire qui soit inspirante, qu'ils trouvent, dont ils sont fiers, parce que chaque personne a quelque chose dont il est fier. Il faut juste lui donner l'espace, lui faciliter cette prise de parole et pouvoir l'exprimer, en fait. Et pouvoir lui dire, c'est génial, les gens sont contents quand tu leur dis que c'est génial et que vraiment ça vient du cœur. Et donc, en fait, je trouve que j'aime beaucoup le côté public speaking, le côté où on est en train d'échanger et à nous raconter des histoires. Ça marche très très bien aussi avec les jeunes. Et les histoires aussi. Un jeune, c'est quelqu'un qui se construit, et il a besoin de rêver, il a besoin de voir des role models. Et surtout des success stories, donc absolument. Des réussites, des histoires de réussite, des gens qui ont vraiment réussi. Oui, en fait, les jeunes sont même beaucoup plus intéressants à inspirer, plus facilement, parce qu'ils sont encore en train de se construire un futur. Quelqu'un qui a un certain âge, moi j'ai 40 ans, je peux me
me permettre de parler des gens qui ont peut-être la quarantaine. Une personne qui a déjà 40 ans a peut-être vécu des choses et des fois, il peut être bloqué sur quelque chose, sur une expérience qui n'est pas facile et avoir plus de difficultés à être inspiré. Parce qu'il a eu beaucoup d'expériences qui ont été négatives et du coup la motivation a été cassée, un peu de désillusion dans sa vie. Mais le jeûne, c'est différent en fait. Donc le jeûne, c'est vraiment l'endroit où il faut que les coachs, les mentors, les grands frères viennent. Et ça, pour rebondir sur ça, au Canada, il y a des programmes. J'ai une amie à moi qui a une fille de 16 ans, de 15 ans. Elle est fille unique. Elle était fille unique jusqu'à l'année passée. Elle me racontait qu'ils avaient des programmes où elle avait une grande sœur. Une grande sœur qui est à l'université, mais qui n'est pas sa grande sœur. Mais une fille qui a 20 ans, 25 ans, qui est déjà à l'université, qui vient la chercher l'après-midi, le samedi, elle part chez sa grande sœur. Elle se raconte des choses, donc vraiment une sorte de sisterhood, mais au sein d'une organisation qui fait ça en fait, qui met en commun, qui met en lien, en contact des familles qui ont des enfants qui ont besoin de grands frères ou de grandes sœurs. C'est génial ça, c'est magnifique. Donc imagine-toi, tu n'as pas de grande sœur, mais en fait tu as une grande sœur, tu as une fille qui est à l'UNIF, qui est 23, 24 ans, avec qui tu peux parler. Et ça, c'est magnifique. Choisir des études supérieures. Ça, c'est du mentoring. Se lancer en tant que... Absolument. Lui raconter des choses que tu ne peux pas raconter à tes parents, qui ne passent pas très bien chez les parents. Mais en fait, le fait que c'est quelqu'un d'extérieur, mais qui... C'est génial. Moi, j'ai été absolument impressionnée par ce programme-là. Exactement. Donc voilà, c'est un genre de coaching qui peut être possible. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible avec les jeunes. Ok. Ça nous ramène à la question suivante, c'est l'entrepreneuriat chez les femmes. Vous savez, ici en écoféminisme, on se focalise sur les femmes et l'environnement, donc on va arriver à aborder l'environnement dans quelques minutes. Mais ma question est la suivante. Je sais qu'en matière de coaching, vous avez accès à plusieurs communautés, vous avez accès à plusieurs femmes qui ont traversé des moments très très difficiles dans leur vie, qui ont décidé de prendre leur vie en main et se lancer en tant qu'entrepreneuse. Comment vous donnez à ces femmes-là l'espoir d'entreprendre? On donne l'espoir d'entreprendre en entreprenant, je pense, et en parlant de ce qu'on est en train de faire en tant qu'entrepreneur. Il n'y a pas une meilleure manière d'inspirer quelqu'un ou de pousser quelqu'un à faire quelque chose que lui parler de ton expérience en fait. Donc j'utilise aussi le storytelling. En fait, le storytelling est vraiment la base de ce que je fais à chaque fois. Qui est utilisée par des politiciens, les grands public speakers. Absolument. Et c'est une technique aussi. Je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à faire du public speaking, donc il y a 4 ans, on m'invitait pour parler de certains sujets, Au début, j'acceptais tous les sujets parce que j'estimais que j'avais besoin d'expérience pour parler. Mais surtout, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que les gens adorent, en fait. Les gens aiment bien être dans une... Ils préfèrent... C'est authenticity, en plus. Oui, j'adore parce que les gens... Je ne pouvais pas m'attendre. J'ai eu beaucoup plus de demandes de prise de parole en public que de coaching et de médiation. On n'en parle même pas. La médiation, les gens... ils ne sont pas spécialement intéressés. Pourtant, tout le monde a un petit conflit qui lui pose énormément de problèmes. Mais les gens, quand je disais « je suis médiatrice », les gens « ah oui, médiatrice, c'est quoi la médiation ?» Et tu expliquais. Mais les gens ne t'appelaient pas nécessairement. Par contre, j'avais tout le temps des demandes des personnes qui veulent que je parle de résolution de conflits, de dialogue entre parents-enfants, par exemple, mais en tant qu'intervenante. Et ça, je me suis dit, tiens, ça marche bien. Et c'est ça que j'ai utilisé aussi avec les femmes entrepreneurs notamment. Donc, ça fait 4 ans que je suis sur un projet entrepreneurial, donc Their Authenticity. Et j'ai vécu des choses durant ces périodes-là. J'ai appris des belles choses. J'ai eu des moments très difficiles. Mais, et ça me plaît de partager ça. Parce que des fois, les gens sont à une étape peut-être
que moi j'ai déjà dépassée. Ouais. L'étape de la peur, je l'ai déjà dépassée. Hein? L'étape, il y a certaines étapes que j'ai déjà dépassées. Ouais. Donc ça, je suis très 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 contente d'en discuter avec d'autres personnes. Et ça marche très très bien. Et montrer que l'étape de la peur, elle va être surmontée. Elle va être surmontée, à un certain moment. Quoi qu'il arrive. Parce qu'on a toujours peur d'entreprendre, de se lancer. On va dire ouais, on sort de la zone confort, on va se mettre sur son propre compte, on va assumer tout seul. Mais là, si on trouve quelqu'un qui nous encourage, ouais. On va dire ouais, mais c'est possible de se lancer, c'est possible de réussir. Et l'étape de la peur, c'est juste le début, quoi. Et oui, c'est au début. Et tu sais pourquoi on a très peur d'entreprendre? Parce qu'on le veut tellement. Vraiment, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. La plus grosse peur est quelque chose qui nous montre qu'on veut absolument faire cette chose-là. En fait, voilà, si tu veux connaître ta passion, tu regardes là où tu as peur le plus. C'est tout. C'est ce qui te fait le plus peur. Exactement. On va aborder aussi l'entrepreneuriat social parce que vous venez de dire que c'est important d'avoir des exemples, d'inspirer les gens, mais tout le monde est entrepreneur. Parce que vous pensez que tout le monde est entrepreneur, on peut être entrepreneur dans la société, on peut travailler en tant qu'entrepreneur social, mais en faisant du bénévolat. Et d'ailleurs, Al Mouatin TV est basé sur le concept du vivre ensemble, la tolérance, la paix et le respect de différentes religions, et aussi lutter contre toute forme d'extrémisme et de haine. Mais c'est aussi encourager les gens à faire de l'entrepreneuriat social, à donner et à agir dans la société. Donc de montrer qu'on est un citoyen modèle, et d'où le nom Al Mouatin. Comment as-tu eu l'idée de faire un entrepreneur social, de faire de toi ou des autres des entrepreneurs sociaux? Je pense que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est politique, tout ce qui est prise de décision. J'aime Civil society. Ouais. Ben, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon père est Il faut rappeler entrepreneur. Que votre papa est entrepreneur, votre bâtiment, maman est et ma mère, c'est quelqu'un qui... c'est une entrepreneur sociale aussi, mais surtout, mon père n'était pas entrepreneur social, mais... Oui, peut-être il avait des choses qu'il faisait à côté qui aidaient un peu à la communauté, énormément d'ailleurs, mais lui il était beaucoup plus dans le bâtiment, donc un entrepreneur dans le bâtiment. Mais ma mère a toujours été une entrepreneur sociale. Je l'ai toujours vue active dans les associations de femmes. Je l'ai toujours vue prête à prendre la parole pour défendre des gens qui en avaient besoin ou des choses comme ça. Donc pour moi, l'entrepreneuriat social a été quelque chose de très très facile parce que j'avais un exemple et je trouvais qu'elle faisait des choses justes qui concernaient vraiment la justice sociale en fait. Et c'est ça je me suis dit, en fait, on a beaucoup plus besoin d'entrepreneurs sociaux qu'autre chose, en fait. Bon, ok, peut-être que les autres formes d'entrepreneuriat sont nécessaires, mais c'est clair que les entrepreneurs sociaux, non seulement ils existent, il y en a plein. Oui. Je vais te dire, il n'y a pas une seule personne que je connais dans mon entourage qui n'est pas active dans une association. Oui, tout à fait. Et il y en a plein qui donnent beaucoup d'heures de bénévolat dans les écoles de devoirs. Dans les associations de jeunesse. Les associations de jeunesse. Il y a plein d'entrepreneurs. Tout le monde est entrepreneur d'une certaine manière parce qu'on pose une action on veut agir sur ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement, dans notre communauté. Donc les gens sont des entrepreneurs. Ici, ce qui était intéressant surtout quand je rencontrais beaucoup de gens et qui me disaient « mais j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas comment commencer ». Puis après, on commence une séance de coaching et la personne, en fait, je me rends compte qu'elle est active dans 4-5 associations. Qu'elle a monté une association, mais elle ne se considérait pas comme entrepreneur. Donc on est tous des entrepreneurs, oui, et je dis, mais on l'ignore d'une façon ou d'une autre. Mais... Oui, et je dis, mais c'est incroyable, tu as fait ça, tu as fait ça, et tu as fait ça, et tu es toujours en train de me dire que tu ne sais pas quoi faire. Donc en fait, pour te dire, les gens des fois ont juste besoin d'un rappel.
Parce que tu n'inspires pas les gens en leur disant de faire des choses. Tu leur permets juste de se rappeler de ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils sont en train de faire, et puis ça va. Ça va tout seul. Oui. Ouais. Pour arriver à la question d'engagement en tant que citoyen et en tant que citoyen global citizen aussi, un citoyen mondial, on va évoquer la question de l'Afrique et la COP22, parce que vous étiez à la COP22 et vous avez eu le projet de lancer une association internationale, We Act for Africa. Yes. L'émission, comme tu sais bien, écoféminisme, c'est donc l'écologie et les femmes. Oui. Donc un combat pour les femmes, pour l'égalité hommes-femmes, et un combat pour la planète, pour le respect de la planète, et aussi le vivre ensemble, peu importe nos origines et nos appartenances. Est-ce que tu peux nous en parler de We Act for Africa, surtout que ce sont des femmes, des entrepreneurs qui ont choisi de s'engager pour l'Afrique et pour l'environnement, pour lutter contre le réchauffement climatique en Afrique? Oui, We Act for Africa, c'est d'abord Women Entrepreneurs for Africa, Act for Africa. Donc en fait, les femmes entrepreneurs agissent pour l'Afrique. Tout à fait. Et c'est dans le domaine, donc il s'agit ici, c'est un beau projet, hein, on est vraiment en train de travailler dessus. L'idée, c'est de rassembler et de réunir dans une plateforme, en fait, les femmes entrepreneurs d'Afrique. Les femmes entrepreneurs d'Afrique, ça ne veut pas dire uniquement que des Africaines. Bah oui, c'est mais ça. on est vraiment de concentré sur le européennes absolument qui sont intéressées de joindre le réseau. Absolument. Et l'idée, c'est que comme on nous parle de, l'Afrique est le continent qui émet le moins d'effets de serre, comme on le sait, oui. Et qui a moyen encore de vraiment de garder, le clean energy, l'énergie propre, et de construire et d'entreprendre de manière durable sur l'Afrique. Et ben on s'est dit, comme on sait aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui sont entrepreneurs en Afrique. Tout à fait. Et qui en plus et qui travaillent dans l'agriculture. Absolument, qui sont dans l'agriculture, qui sont dans l'énergie solaire. Moi, j'ai rencontré des femmes qui ont une entreprise, des femmes rurales de la Sierra Leone, qui posent des panneaux solaires. Oui, l'industrie du solaire. Quoi. Absolument. Ouais. Et donc, toutes ces femmes-là, comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble? C'est ça qu'on est en train d'essayer de faire. Tout à fait. Pour autonomiser encore plus de manière économique ces femmes-là, entrepreneurs, mais toujours rester sur la notion de l'écologie. La question de l'écologie, le développement durable, Green vraiment, business, il faut qu'on soit très, il faut qu'on soit conscient de ça. Et je vous mens pas, je vais pas te mentir, Manel, c'est que je connaissais toutes ces questions environnementales, mais c'est jusqu'au jour où on m'a invité pour parler sur le leadership des femmes entrepreneurs face au changement climatique, que j'ai commencé encore plus à m'intéresser à ça. Donc pour dire, les femmes sont en marche pour lutter contre le changement climatique, et c'est un projet qui me passionne vraiment. On est en train de travailler dessus. On prévoit d'avoir un congrès au Maroc en juillet. J'aurai l'occasion de communiquer à ce propos. Mais c'est des femmes entrepreneurs incroyables, intéressantes, qui sont dans tous les domaines possibles. Et voilà, l'idée vraiment, c'est de rester très, très conscient de toutes ces questions-là, et pouvoir même avoir des formations pour ces femmes-là sur les questions environnementales. Oui, il faut vraiment prévoir des formations en Afrique, parce que c'est parmi les domaines Absolument. Donc, qui sont en train de se développer, surtout l'énergie renouvelable, tout ce qui est entrepreneuriat vert, green business, et tout ce qui est énergie solaire. Et même, il y a des jeunes entrepreneurs qui sont en train de se lancer là-dedans. Donc, non pas seulement les femmes, mais les jeunes aussi. Absolument. Vous étiez aussi
membre de Sœurs Optimistes Belgium. Et vous avez rencontré beaucoup de femmes multiculturelles qui veulent s'investir pour la Belgique, pour l'Europe, mais aussi pour l'humanité. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette expérience de Sœurs Optimistes, en fait? Ah, ok. C'est une association dans laquelle je viens j'ai le plaisir vraiment et l'honneur de faire partie de cette association depuis quelques mois. Tu sais que moi je suis très je suis passionnée de tout ce qui est leadership des femmes et l'éducation des femmes, l'éducation des filles, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que s'il y a bien quelque chose sur laquelle j'agis énormément, c'est bien ça. Eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui m'a invitée à faire partie de ce réseau. C'est une association internationale, c'est une organisation internationale. Je n'avais pas prévu d'en parler aujourd'hui, mais bon, c'est toujours bien d'en parler. De toute façon, c'est une conversation spontanée. Absolument. Et c'est ça le plus important, c'est authenticity. Voilà. Non, mais c'est un plaisir d'en parler parce que je ne fais pas partie de beaucoup d'associations, mais celle-là, je suis vraiment très fière de pouvoir faire partie des Sœurs Optimistes. Et en fait, il y a plusieurs projets, mais tous ces projets-là, c'est des femmes qui se mettent ensemble pour s'entraider, pour avancer la cause des femmes et des filles dans le monde entier. Et notamment dans le club dans lequel je suis, on aide, donc en fait on soutient des associations, par exemple une association où des mères qui sont victimes de violences conjugales, une sorte de refuge en fait, un refuge tout simplement, une maison refuge pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales et qui n'ont nulle part où aller. Donc en fait elles sont suivies, elles restent là pendant quelques mois. Et ça, je trouve ça magnifique. Donc en fait, on est ici, on est entouré de personnes. Et, tu sais, on est entouré de personnes qui font des belles choses en fait. Et toutes les femmes, moi je pense que toutes les femmes dans le monde entier ont le même souci. Le même souci. C'est avoir des familles qui sont en bonne santé, être capables d'inspirer, d'être libres et de pouvoir vraiment inspirer leur famille. Donc en fait, je pense que la concentration d'une femme ou le focus d'une femme, c'est que tout le monde soit bien autour. Oui. Et c'est ça que j'aime, c'est pour cela que j'aime beaucoup la question du leadership personnel et que je m'investis beaucoup dans des questions des femmes et des filles parce que je crois en leur leadership. Je crois vraiment que leur leadership et voilà, c'est ce qu'il nous faut et voilà. Exactement. Donc voilà, Sœurs Optimistes fait beaucoup aide beaucoup de femmes dans le monde entier, des filles à aller à l'école. Et voilà, on est dans l'inspiration, la pure inspiration et dans le positif, quoi. Oui. Erika, c'était vraiment un plaisir et un honneur de t'avoir ici dans notre émission. J'aimerais bien avoir le mot de la fin. Quel est le leadership personnel? Quelle est ta vision du leadership personnel? Quel est le conseil que tu peux donner aux femmes et aux jeunes ici, dans notre émission Écoféminisme, qui sont en train de nous écouter, qui vont nous voir demain sur cette vidéo? C'est très important de lancer un message optimiste, un message de paix, mais aussi un message d'espoir pour les générations et pour les jeunes, pour les femmes, pour qu'elles soient engagées dans la société pour le vivre ensemble et pour la paix. Le message que j'aurais à donner à tous ceux qui nous écoutent serait que, en fait, je suis convaincue que tout ce qu'il nous faut dans la vie, c'est chercher de l'inspiration. C'est tout ce qu'on cherche, en fait. On ne cherche pas à se désinspirer, on ne cherche pas à se démotiver. Tout le monde a besoin d'inspiration. Et donc, en fait, il faut aller la chercher, cette inspiration-là. Si on ne peut pas la voir, on la crée. Si on ne peut pas la créer, on continue à la chercher. Mais il faut toujours poursuivre
quelque chose modèle qui vous inspire, un modèle. Ça peut être les parents. Absolument, ça peut être des parents, les proches, les professeurs. Absolument. Mais il faut chercher cette inspiration, toujours l'inspiration. La deuxième chose, pour terminer, c'est justement, toujours ça a une connotation de leadership personnel, vraiment de choix. J'ai lu récemment, il y a une écrivaine, je pense, américaine, qui avait écrit quelque chose du genre, dans les moments de destruction, il faut écrire un poème, il faut chanter quelque chose, il faut danser. Une création artistique. Mais il faut que tu crées quelque chose, il faut créer quelque chose de toi. Dans les moments où il y a des bombardements, ça semble être fou ce que je suis en train de dire. À chaque fois qu'on voit des news, des nouvelles qui ne nous intéressent pas, qui nous cassent la tête, écrivez un poème ou chantez. Justement, il y a tellement de poètes et tellement d'écrivains qui sont même emprisonnés à cause de leurs écrits. Mais ils luttent toujours pour la liberté d'expression. Mais ce qu'on peut faire vraiment ce qu'on est capable de faire soi-même, chaque jour dans notre maison, ou chez nous, ou peu importe où c'est, on ne peut pas imaginer combien on peut s'inspirer aussi soi-même en créant en fait soi-même quelque chose de positif. C'est ça le mot de la fin sur le leadership personnel que j'ai envie de passer aux auditeurs. Okay. Merci beaucoup Erika, merci pour ce mot de fin. Merci mesdames et messieurs pour votre fidélité et je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une très belle année 2017 et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Au revoir et merci.